Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là en ce dimanche matin, à un temps idéal, un moment idéal pour parler avec nos trois invités des lieux de création, des lieux de liberté, des lieux qui soient la mer, l'horizon, ou des lieux plus restreints, plus confidentiels comme la chambre à coucher, ou des lieux de l'entre-deux, la piscine, ou alors même le bordel. En tout cas, on est particulièrement ravis de recevoir Frédéric Bunkel, à l'occasion de la sortie en poche de Hommes des tempêtes, un extraordinaire livre autour de ces marins qui partent des mois sur ce grand chalutier-usine qu'est le Joseph Roty II. Vous aviez déjà consacré un documentaire à ces hommes qui partent sur la mer, et ce qui est très beau, c'est que l'image et le texte se répondent. C'est-à-dire que si vous avez lu le livre, vous pouvez aller voir le documentaire et vice-versa, puisqu'il y a un véritable travail sonore qui est fait. Et avec vous, on va parler de ce lieu incroyable, de ce miroir assez magique qu'est la mer. Pascal Diby, bonjour. Vous êtes ethnologue, mais vous êtes une sorte d'ethnologue-poète, puisque vous vous intéressez à ce qui, a priori, nous paraît anodin, banal, quotidien, et vous en faites un objet d'étude qui raconte toute la société. Vous avez consacré un livre, une ethnologie de la porte, une ethnologie de la chambre à coucher, encore du bureau. Et vous avez ce regard assez particulier pour interroger cette complexité magnifique de ce qui, a priori, nous est proche. Et c'est une manière aussi de poser un regard neuf sur les lieux qui nous entourent, qui sont aussi des lieux de création. On peut penser avec le bureau à Kafka, on peut penser avec la chambre à coucher à Proust, qu'on évoquera. Enfin voilà, puis la porte c'est vers l'ailleurs, vers l'océan, vers nous-mêmes. Merci d'être là ce dimanche matin. Et enfin, Rim Battal, poétesse, qui, à sa manière aussi, interroge certains lieux, en investit aussi d'autres, notamment à Paris, avec ce bordel de la poésie, interroge aussi des lieux de l'entre-deux, notamment la piscine, avec les quatrains de l'All Inclusive. Et on va voir que, grâce à la poésie, on peut aussi habiter ou réhabiter certains lieux. Et avant de démarrer justement cet entretien, je voulais commencer par un premier lieu qui, a priori, pourrait vous fédérer, étant donné aussi qu'on est dans une médiathèque, qui est le lieu de la bibliothèque. Bibliothèque intime, bibliothèque personnelle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre rapport déjà à ce premier lieu qu'est la bibliothèque. Et avant de vous entendre, on va entendre la voix d'Alberto Manguel nous parler justement de la bibliothèque, et la bibliothèque presque comme une sorte de lieu des lieux, et dont il parle comme le lieu de l'étonnement. On va l'entendre. Alors, est-ce qu'on va entendre Alberto Manguel, je pense, dans un instant? Toute bibliothèque est le reflet de son lecteur ou de ses lecteurs. Et comme ça, la bibliothèque devient une autobiographie, une forme d'identité choisie pour ses lecteurs. Elle représente aussi la mémoire cachée sur les étagères. Et elle s'offre comme expérience à ceux qui n'ont pas eu cette expérience. Depuis ma première bibliothèque, quand j'étais enfant, quand j'ai vu sur les rayonnages tellement de livres, telle quantité de livres que je savais déjà, je ne pourrais jamais les lire tous. Depuis cet étonnement, la générosité d'une bibliothèque qui vous donne tout, la peur de trouver la réponse exacte à une question qui vous fait peur, l'inquiétude de ne pas trouver cette réponse, la découverte des mondes parallèles. Vous savez, nous avons l'intuition que si une chose existe, son double ne peut pas exister, et donc si il y a une représentation du monde dans la bibliothèque, ce monde devra disparaître. Donc il y a toujours cette peur superstitieuse pour moi quand je rentre dans une bibliothèque. Et les étonnements continuent mais tous les jours. À chaque bibliothèque, c'est un étonnement différent. À chaque bibliothèque, c'est un étonnement différent. Pascal Diby, vous qui vous êtes intéressé à la chambre à coucher ou au bureau,
Est-ce que la bibliothèque, c'est, à la manière de ces deux lieux, un lieu a priori banal, mais qui résulte de cette magnifique complexité, et aussi ce qui permet l'étonnement, ce qu'on a tendance des fois à oublier quand on habite un certain nombre de lieux? Moi, j'ai résolu le problème. J'ai une bibliothèque chambre-bureau. Donc, j'ai tout en même temps. Et en fait, pour moi, la bibliothèque, c'est un espace géologique. Je ne range jamais mes livres, je les mets par thème, je les mets dans... Ça n'a aucune importance, le sens qu'ils veulent. Je ne suis pas du tout bibliophile, mais je suis très lecteur, effectivement, d'ouvrages qui concernent directement mes préoccupations. Et en fait, ce que j'aime bien dans la proposition de Mengele, c'est qu'effectivement, il dit que c'est là qu'il y a du mystère, quelque chose comme ça. Et là, je lis Cortex. Alors, je peux lire encore un texte, ou je peux lire la mémoire. Je peux lire quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'imprégnation involontaire des choses. Et lire un livre, c'est pas lire. Hein, moi, je sais pas lire en réalité. Simplement, je parcours. Et quelquefois, vous avez un livre qui vous prend. Alors ça, c'est formidable parce que c'est pas vous qui prenez le livre, c'est dans l'autre sens que ça se produit. Et on met une main et on peut plus la retirer jusqu'à ce qu'on ait terminé le bouquin qu'on peut lire dans le désordre. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est nous qui décidons comment nous suivons les phrases ou si on ne le suit pas. Et ce que j'aime justement, c'est cette espèce d'appel avec les livres. Et je pourrais dire exactement comme les objets que j'ai chez moi, que j'ai ramenés des bouts du monde où je suis allé, ils ont tous une histoire. Chaque livre, ça a été pour moi le produit de... C'est libidinal, c'est-à-dire c'est quelque chose, ça a été de l'ordre d'un désir absolument infini. Et comme pour les fringues, je dirais, je mets entre 1 à 3 ans pour acheter une veste. Il faut déjà que je la repère, il faut que je me demande si elle va aller. Évidemment, la mode est passée entre-temps, mais ça fait rien, je la remettrai dans 25 ans. Ça n'a aucune importance. Et le livre, il a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, de la chose qui ne vieillit pas, mais qui fait partie comme un organe, quelque chose qui vous prolonge, ou inversement, qui vous embarque. Et là, je dis ça comme ça parce que c'est lié aux bibliothèques, je viens d'écrire un texte sur Bernard Noël, le poète, qui s'appelle « Émoi ». L'émoi, au sens là, le bouleversement. Et j'ai eu la chance de tenir un carnet depuis très longtemps, et je me rends compte que c'est par le livre que j'ai rencontré Bernard Noël. C'est par les premiers mots. Les premiers mots, effectivement, c'est quelque chose qu'on va annoncer d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte que ça avait eu une telle importance pour moi, que ça avait bouleversé ma vie, simplement parce que c'était l'époque où, entre Bernard Noël et Marguerite Duras, il y avait une description du petit, du banal, du quotidien, comme vous disiez, et que pour moi, la chose est évidente. Étant anthropologue, je n'ai qu'une chose à faire, j'ai un alibi extraordinaire pour ne rien faire du tout, mais avec application. Et effectivement, ça veut dire que je m'intéresse aux choses de la vie quotidienne. Pourquoi une chaise? Pourquoi la 4 pieds? Comment ça s'est fait? Pourquoi un lit? Pourquoi un frigidaire? Pourquoi on parle comme ça? Pourquoi il y a des sociétés où les femmes ont des voix de petites filles jusqu'à 80 ans? Pourquoi il y a des sociétés où les vieux ne parlent pas? Pourquoi c'est les jeunes qui parlent? Donc vous avez plein de questions qui peuvent se poser comme ça, simplement dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça, effectivement, que je me suis embarqué, étant extrêmement paresseux. Je me suis demandé comment je pouvais domestiquer ma paresse. Et comme beaucoup, les paresseux sont des gros travailleurs, c'est connu. Donc j'ai commencé en dormant, en me disant « mais je connais rien de mon lit ». Et je me suis penché sous le lit, à côté du lit, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose formidable, c'était la passion, effectivement, avec laquelle on peut envisager le monde. Alors je suis au bonheur absolu d'être à Metz. Je vais vous dire pourquoi. C'est que dans l'histoire de la chambre à coucher, il se trouve qu'il y a 2 types de systèmes qui existent. C'est depuis le fin fond de la Scandinavie, exactement jusqu'à Metz, c'est la culture de la couette, où on vit sous une couette, nu, sur un banc chauffant, sur une cheminée chauffante, etc. Ce qui implique tout un système de domestication indirecte des elders, qu'a donné Édredon, donc de tout un rapport avec les oiseaux, à l'imitation des sociétés littorales, etc. Et à partir de Metz, jusqu'au fond de l'Égypte, vous avez la culture du lin, l'inswol, le linceul, le drap. Et donc, on dort encore de façon complètement différente. On va dormir habillé. On va, à partir du XIVe siècle, avoir des chemises de nuit, etc. Donc, c'est toute une histoire de processus qui va se développer. Et on dort avec un système en oignon, des couvertures qu'on ajoute plus ou moins, etc. Donc, finalement, en me posant la question de savoir comment on dort, je me suis rendu compte que pour des besoins semblables, on a tous un problème de physiologie générale. On se balade toute la journée avec 1/7 du poids du corps que représente la tête au bout de notre frêle colonne vertébrale, et on est absolument crevé en fin de journée. Et il se trouve qu'on a fait des choix de culture complètement différents.
Pourquoi est-ce qu'on dort sur des oreillers mous, des oreillers durs, sur des sociétés à matelas, des sociétés à nattes, des hamacs, etc. Donc ça, je trouve ça absolument passionnant. Alors, où on s'ennuie tellement que la seule solution pour pouvoir vivre effectivement notre quotidien, qui est d'une banalité exceptionnelle, à part manger, finalement, on est une espèce d'oursin un peu développé, mais le reste, on l'a inventé. Donc, de la même façon, une fois que je me suis couché, je me suis dit, mais il faut que je sorte de cette chambre, et je me suis dit, il y a la porte. Et je commence à regarder ce que c'est qu'une porte. On l'a franchie à peu près 200 fois par jour, la porte. Et vous sortez, sortir, quelle drôle d'idée, sortirez. Ça veut dire qu'au-delà de cette limite, vous risquez de tomber sur des sortilèges. Donc vous prenez un risque énorme en sortant. Et donc je suis parti dans cette histoire de porte où j'ai écrit 500 pages sur les façons de rentrer et de sortir. Mais c'est vrai que ce n'est pas banal, mais c'est assez amusant en fait à chaque fois de se rendre compte de ça. Et pour terminer mon isolement absolu, ça a été dans un bureau. Comme universitaire, évidemment, j'ai eu plein de bureaux sans jamais y aller. Mais d'une certaine façon, j'en ai eu quand même. Et j'ai découvert qu'il y avait des jaloux parce que j'avais 2 fenêtres en coin. J'étais donc un privilégié absolu. Que j'avais un fauteuil dont on n'avait pas. Il y avait des chaises. Enfin bref, on voit bien que toute la hiérarchie s'exprime à travers le bureau. Et là, ça a été effectivement une réflexion, parce que le sous-titre est quand même intéressant, je dirais. C'est le bureau, c'est brève histoire d'une humanité assise. Comment se fait-il qu'on ait des gens qui soient payés pour rester assis toute leur vie et qui ont un pouvoir extraordinaire d'assis par rapport à des gens qui sont debout? Alors bon, on peut reprendre toute l'histoire de la royauté, tout ce qu'on veut, etc. Mais j'ai commencé mon livre sur le bureau il y a 6 ans, et 3 ans après, comme tous les ethnologues qui vont dans les sociétés traditionnelles, la société des bureaucrates était en train de se déliter. Il y a eu le Covid, il y a eu des transformations absolues. Le bureau est en train de devenir tout à fait autre chose. On l'a tous sous le bras avec notre ordinateur. Et en même temps, on est aussi dans une période où on ne sait pas très bien si on va vivre en télétravail, s'il va y avoir des colocations, des machins, etc. Donc finalement, sans le faire exprès, je me suis intéressé à des choses qui se sont incroyablement transformées entre le début de mes recherches et l'heure actuelle, si je puis dire, où on essaye là de trouver un moyen de nous débattre dans un quotidien très complexe, parce qu'il nous échappe en grande partie. Réparer une chaise, ça va, mais réparer un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà des petites choses comme ça qu'on peut émailler. Frédéric Brunkel, est-ce que quand on part en mer, est-ce que il y a un espace, un lieu dans le bateau où la bibliothèque est présente? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que les marins emmènent des livres? Et est-ce que vous, quand vous les avez suivis, vous aviez des livres avec vous pour faire une sorte de passerelle entre la terre et la mer? Alors, il y a 2 choses dans la navigation. Il y a la navigation de plaisance, que moi je pratique tout seul, voilà, avec mon bateau, comme pour le plaisir. Et puis il y a la navigation, il y a les marins professionnels qui, eux, travaillent en mer. Et les marins dont vous parlez, qui sont dans le livre, ce sont des hommes qui partent 9 mois par an au large. 9 mois par an dans leur vie, sur 37 ans, ils vivent sur la planète Terre, la même planète que nous, mais dans un endroit totalement différent, totalement vide d'humains, qui est l'océan. Et à bord du navire, il y avait une bibliothèque. C'était dans la passerelle. La passerelle, c'est la partie où il y a la barre, où il y a le capitaine, c'est la partie où il y a des vitres, c'est la partie où on voit la mer, on voit l'environnement. Et là, il y avait une bibliothèque, c'était une bibliothèque technique, avec les instructions maritimes, avec des livres qui répertorient, qui détaillent les rivages, et des pilotes côtiers qui donnent des indications aux marins pour se repérer, puis affronter les zones de courant, qui déterminent les zones de courant, les zones de tempête, les zones compliquées, les zones de récifs. Et puis c'est tout. Et puis moi j'avais apporté des bouquins parce que on était parti pour 2 mois quand même. 2 mois, ça me paraissait très très long. Et au début je les ai pas sortis parce qu'il fallait vraiment s'immerger dans l'environnement. Et je voulais pas rater une seconde de l'endroit où j'étais, et je m'interdisais totalement de m'évader avec un bouquin. Et puis, 2 mois, c'est long. Il y a des moments où, au bout de, 3 semaines, 1 mois, j'ai commencé à sortir les livres de mon sac. Et je me mettais dans la cuisine, enfin dans l'endroit où on prend les repas, et je me calais, parce que ça bouge dans tous les sens, donc il faut mettre les pieds contre le mur et bien se caler, et je sortais mon livre. Et puis il y a un marin qui est venu me voir. C'était le numéro 2 de la machine. C'était un bouchon graisseux, comme on les appelle. C'est les mécaniciens qui restent toute la journée, enfin 12 heures par jour à travailler dans un endroit hyper bruyant qui est la machine, à veiller à ce que le moteur ne s'arrête jamais, parce que le moteur, c'est la survie du navire. Et il est venu me voir, il me fait « Ah, tu lis ?»
Et d'accord, ok. Et puis il est reparti. Et puis le lendemain, il est venu et puis il m'a apporté un bouquin. Et il y avait comme un lien qui était scellé entre nous deux, quoi. Il m'a apporté un livre, c'était un gros polar. Et voilà, on était les deux lecteurs du bord sur 55 marins. Et sinon, il y avait aucun livre dans les petites cabines. Rien du tout. Tous les marins sont avec maintenant des ordinateurs portables. Ils ont tous des disques durs. Et dans ces navires où il y a aucun... C'est fait pour travailler, un navire de pêche. Et donc, quand on ne travaille pas, les marins restent dans leur banette, dans leur petit lit, et regardent des films. Et ils se passent les disques durs. Mais il n'y a pas de livre, non, il n'y a aucun livre. Et vous, Rim Battal, est-ce que aussi dans le geste poétique, il y a une volonté de faire aussi exploser d'une certaine manière le carcan peut-être trop figé de la bibliothèque et de l'amener ailleurs, de l'amener dans une piscine, dans un bordel, de la faire un peu trembler, quitte à ce que les livres tombent par terre et de l'emmener un peu partout? Et prennent l'eau. Alors, je suis partie justement d'un rapport très classique à la bibliothèque. Enfin, j'ai commencé à être très grande lectrice en étant ado parce qu'il y avait que ça. Enfin, je vivais dans une mini-ville, il y avait que ça à faire, et j'ai pris goût très vite et j'ai pris goût très rapidement aussi à l'accumulation de livres. Et au bout d'un moment, à partir du moment où j'ai commencé à écrire sérieusement, je me suis détachée de ce rapport à l'objet, en fait. J'aime beaucoup les beaux livres, etc. J'en ai toujours chez moi. J'ai une bibliothèque que j'aime d'amour. Mais maintenant, c'est vraiment des objets qui voyagent, je les transporte avec moi, je les corne. J'ai pas ce rapport sacré à l'objet de livre qui relève presque de l'idolâtrie parfois, quoi. Enfin, comment on appelle ça, les trucs reliés en or, là, les Pléiades, par exemple, ouais. Je trouve vraiment que c'est une aberration. Enfin bref, moi j'aime bien les livres qui ne craignent rien, en fait, qu'on transporte, qu'on lit, qu'on relit, qu'on partage. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je lis. Mes livres, ils sont très rapidement très sales et très abîmés. Mais ensuite, j'ai découvert, grâce à la poésie, qu'il y a énormément de personnes qui se disent non lectrices, mais qui en fait lisent et écoutent des textes d'une autre façon. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire de la performance au Bordel de la Poésie, donc qui est un lieu, des soirées, ce sont des soirées de poésie contemporaine, de cabaret, dans lesquelles les poètes et poétesses sont costumés et on fait les lectures en tête-à-tête aux personnes qui le souhaitent, moyennant un jeton qui coûte 5 €. Et donc, dans ces lieux-là, la lecture donc, se fait autrement, quand on n'est pas face au livre soi-même, mais on a une personne qui est en train de nous lire un texte qu'elle a écrit elle-même. Et donc, petit à petit, cette sortie du livre, tout en restant dans le livre quand même, c'est opéré pour moi, et j'ai aussi compris que même maintenant aujourd'hui quand je fais des ateliers d'écriture avec des adolescents, avec des scolaires, je me rends compte que la majorité d'entre eux et elles me répondent d'emblée: je ne lis pas. Et quand je leur demande mais est-ce que tu lis de la poésie? Est-ce que tu lis? Non. Tu lis des mangas? Oui, c'est de la lecture. Tu écoutes du rap? C'est de la poésie. Tu lis des choses sur Internet, des blogs, etc. Oui, c'est de la lecture en fait aussi. La lecture n'est pas uniquement dans le livre, même si je reste très très attachée au format livre et que je défends complètement, que je défendrai toujours. Mais c'est juste que la lecture, la bibliothèque se déplace. Et il faut essayer de comprendre un peu ce mouvement, vers où il va, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir continuer à exister là et apporter quelque chose d'important, et aussi aller s'en nourrir. Ce qui me frappe aussi dans vos trois parcours, c'est à quel point les frontières sont poreuses. Et vous, Pascal Diby, quand vous intéressez notamment au bureau, vous allez passer par le biais de textes et de textes littéraires. Vous allez convoquer Kafka, vous allez convoquer Orwell, et on se dit que quand on est ethnologue, on est un peu écrivain, un peu poète, et donc je vais convoquer là la voix de Claude Lévi-Strauss qui faisait ce lien justement entre le rationnel, le scientifique on va dire, et le poétique, et je vous poserai ma question après. On va entendre donc Claude Lévi-Strauss. Notre grand problème, et je dirais un malaise de notre civilisation, notre grand problème, et je dirais
un malaise de notre civilisation, c'est que l'ordre du rationnel et l'ordre du poétique sont devenus des ordres complètement séparés. Tandis que dans toutes les civilisations dites primitives qu'étudient les ethnologues, ce sont des ordres étroitement unis. Et le rationnel s'exprime sous forme poétique, et dans le poétique, on trouve du rationnel à l'état latent. Et tout mon effort, je dirais, si je devais le caractériser en un mot, celui de toute ma vie, celui de tous mes livres, ça a été précisément d'essayer de retrouver à travers l'étude de ces sociétés cette alliance primitive entre le poétique et le rationnel, et c'est ça que j'ai essayé aussi d'exprimer dans les titres de mes livres. Quand je suis rentré du Brésil, j'ai commencé à l'écrire dans les quelques semaines qui se sont écoulées entre la date de mon retour et ma mobilisation pour la guerre. Mais j'ai très vite renoncé parce que je me suis aperçu au bout de 50 pages que je faisais du très mauvais Conrad et que, bon, je n'étais pas fait pour ça. Qu'est-ce que permettent aussi la figure d'écrivain, de poète, pour convoquer, pour parler de la chambre, du bureau, et en quoi ces lieux peuvent devenir des lieux poétiques et donc aussi des lieux de création? Je pense que l'enfermement du bureau peut pousser effectivement à des réactions assez fortes et qu'une des façons de... Dans le fond, le bureau, il a toujours amené l'homme à ruser. Toutes les histoires de bureau que j'ai pu lire, c'est comment échapper au travail ou faire semblant de travailler. Donc ça peut être laisser sa veste sur le dossier, ça peut être poser son chapeau. Quand on lit Balzac, c'est plein de ruses comme ça, de bureaux extraordinaires, qui vont très loin parce que c'est l'ensemble de la personne qui est mise en question et qui est enfermée. Il y a une chose assez amusante, c'est que les premiers bureaux, donc le bureau n'existe pas depuis longtemps, il existe depuis la fin du XVIIe et il est en train de se transformer de façon incroyable aujourd'hui. Mais il n'empêche que les nobles, par exemple, ont eu un mal fou à accepter l'idée de se laisser enfermer dans un bureau. Et il y a un texte connu d'un jeune noble autrichien qui a sorti son épée, qui refusait de se laisser enfermer dans un bureau. Il voulait absolument trucider tout le monde parce qu'il estimait que c'était à lui d'inventer le travail. Sur le bureau, d'un seul coup, ça veut dire qu'on a inventé effectivement le quotidien sur des heures précises, etc. Donc c'est un changement à l'espace, un changement au temps, radicalement différent par rapport à des sociétés rurales essentiellement, qui vivaient évidemment en fonction des saisons et du rythme quotidien. Donc le bureau, c'est un endroit effectivement où il faut pouvoir en sortir. Et chez Kafka, il y a eu cette espèce de sensibilité, cet écorché vif du bureau, de certaine façon, qui a commencé à raconter l'absurdité de la bureaucratie et montrer comment les choses, effectivement, pouvaient nous entraîner extrêmement loin. Et c'est là, justement, où entre bureau et liberté, on peut réfléchir, parce que la liberté du bureau n'existe pas. À partir du moment où si vous êtes dans un bureau, c'est que vous êtes employé quelque part par quelqu'un. Et en même temps, vous êtes tenu par ce bureau au sens profond du terme, c'est-à-dire à la fois d'y être et en même temps de conserver le secret. D'ailleurs, on parle beaucoup de secrétaire. L'histoire, effectivement, vient de cette idée de conserver le secret. Pendant longtemps, le secrétaire fut celui qui était chargé des chiffres à l'intérieur des bureaux pour pouvoir communiquer secrètement avec d'autres bureaux, etc. Mais toujours est-il que ce que je voulais vous dire, simplement, c'est que le bureau est un espace extrêmement puissant, à tel point que, on l'a vu ça à travers l'histoire de la guerre récente, je veux dire, des fameux bureaux de la mort, ou par exemple, si je prends des bureaux comme le commissariat à la question juive, où il faut se rendre compte que quand on a accusé les gens après la guerre d'avoir effectivement, j'allais dire, collaboré à l'antisémitisme d'État, etc., la majorité des nazis, la majorité des gens qui faisaient partie de ces bureaux-là, ont dit que ce n'était pas eux, c'était les ordres du bureau, et qu'on les obligeait effectivement à dépendre de ça. Et vous le voyez bien, dans tous les systèmes totalitaires, le bureau est central dans l'organisation de la société, comme étant un espace effectivement absolument inattaquable,
du moins pour la personne qui en est dépendante, puisqu'elle peut s'abriter derrière l'appartenance au bureau. Donc j'ai décrit notamment ces fameux bureaux de la mort ou ces bureaux en Russie, il y a eu les bureaux des plaintes pendant très longtemps qui permettaient d'aller déverser sa haine de la bureaucratie. C'est presque comme psychanalyse, si je puis dire, parce qu'évidemment on ne faisait rien pour ça. Mais il n'empêche qu'une des grandes contraintes du bureau, et ça on n'en parle peut-être pas assez suffisamment dans nos histoires de relations au travail ou d'invention du travail ou du travail lui-même, c'est cette idée qu'on n'est pas n'importe où, on n'est pas n'importe quand, on n'est pas avec n'importe qui. Et surtout, n'oubliez jamais qu'au bureau, on est payé. Donc ça implique une dépendance réelle avec une obligation à obéir et donc à accepter cette vie finalement rétrécie, enfermée, compartimentée, mais qui fait qu'on joue le jeu de façon formidable. Et en même temps, pour reprendre les termes de Lévi-Strauss, on est dans l'expression de la rationalité absolue de cette administration qui nous permet quand même de fonctionner. Donc c'est constamment comme ça entre balance, si je puis dire, entre la nécessité du bureau pour faire marcher les choses et l'intransigeance du bureau pour obliger les gens. C'est un peu ça. Il y a aussi cette idée dans ce que dit Lévi-Strauss de revenir à une sorte de geste originel et de retrouver nos lieux aussi originels, un langage premier. Rim Batal, dans votre poésie, vous travaillez justement sur le sens des mots pour casser aussi l'usure quotidienne, et on va entendre la voix d'un poète qui vous est très cher, qui est Abdellatif Lahabi, qui va nous parler de ce rapport aux mots, au langage, qui nous permet aussi de retrouver des lieux de création. On va entendre Abdellatif Lahabi. Nous sommes victimes aujourd'hui d'une trombe de langage. C'est-à-dire, la parole poétique, elle défend ce qu'il y a de rare dans le langage. Je crois que le poète est là pour redécouvrir le sens des mots, pour redécouvrir leur charge émotive, pour redécouvrir ce que les mots, les liens qu'ont les mots avec notre mémoire, avec notre sensibilité. Et donc, on a besoin de cette parole particulière. Quand le poète parle, lui, il n'y a aucun enjeu de pouvoir dans son discours. Il n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Il est là pour offrir, pour partager quelque chose. Et c'est ça qui fait la force de sa parole. Je cherche un dialogue avec mes semblables. Je cherche un partage avec ceux qui peuvent entendre encore cette langue-là. Cette langue que j'appelle la langue première, qui est la langue de la poésie. Une langue première, dire justement aussi, et ça c'est très important, d'incarner la poésie en l'exprimant dans des lieux justement comme le bordel. Est-ce que vous retrouvez dans ce que dit Lahabi, dans cette idée aussi de retrouver et d'enlever toutes les couches un peu comme ça superficielles pour retrouver une sorte de charge première qui est quasiment explosive? Je dirais oui et non, en fait. Donc oui, j'aime beaucoup Abdellatif Lahabi, je suis tout à fait d'accord avec lui, ça fait sens, et de manière générale et dans mon travail en particulier. Mais moi, je verrais plutôt ça comme quand il parle de partage, par exemple, et d'échange, moi, je vois cette histoire de performance, de dire la poésie comme un pont entre le livre, entre la langue du livre, de l'université, de l'académie, et celle de la rue. Et je trouve ça important un peu d'essayer de confronter le sens des mots comme ils existent dans un dictionnaire, et la manière dont on les utilise dans la vraie vie, comment ils migrent aussi, comment ils se transforment. Je constate par exemple que pas mal de mots et même de manières d'exprimer certains sentiments et émotions bougent vachement. Comme je travaille avec des adolescents, par exemple, il y a des mots, il y a des expressions comme je suis choquée, qui ne veut plus dire je suis choquée. C'est vraiment, je ressens une grande surprise. Je suis dégoûtée aussi. On le dit aujourd'hui dans un sens qui n'est pas le sens premier. Et je pense que c'est des mots qui vont migrer, dans le sens va migrer et se transformer à l'avenir et qu'on ne va plus utiliser de la même façon. Donc j'essaye un peu d'explorer ça dans mes textes, et particulièrement dans les textes aussi que je
publie sur Instagram, sur les réseaux, parce que le support le permet, parce qu'il y a cette volatilité, ce côté je reste, mais en même temps je suis éphémère et je peux être effacée à n'importe quel moment, contrairement à un livre par exemple, qui nous suit toute une vie. Donc voilà, c'est aussi un lieu d'expérimentation avec lequel j'aime jouer, que j'aime explorer dans les deux sens, c'est-à-dire j'aime proposer des textes sur ces plateformes-là parce que ça permet de tester, de voir, de les confronter à un vrai lectorat et pas juste à ses potes. Et dans l'autre sens, de découvrir des choses qui se font sans la pression d'être édité, sans la pression de vouloir vraiment exister, être validé par des institutions qui valident. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ce qui est intéressant dans cette idée aussi de faire passerelle, d'être passeur, c'est que vous, Frédéric Moenkel, quand vous rencontrez aussi ces marins, ils ont aussi un langage très particulier. Et ce que raconte le documentaire et ce que raconte le livre, c'est votre rencontre avec des hommes qui n'ont pas le même langage que vous, qui vivent les choses de manière différente. Et c'est deux visions différentes qui se confondent sur le rapport à la mer. Et ça, est-ce qu'il a fallu aussi apprendre à leur parler, savoir décoder leurs gestes, leurs regards, leur manière de dire sans dire finalement? Quand on pénètre un endroit comme ce navire et qu'on part pour 2 mois avec les marins, il est évident qu'ils n'ont pas envie de vous. Et ils n'ont pas du tout... ils n'ont pas... On est vraiment enfin, ils appellent ça le chat noir à bord, le type qui est capable de porter malheur et de faire tourner court et tourner très mal la navigation. Et donc les marins, quand je suis arrivé à bord, j'avais une caméra avec moi, parce que être là, d'abord, c'était pour tourner le film, et ils ne voulaient pas de la caméra, et ils me tournaient systématiquement le dos. Et il a fallu arriver à rentrer dans cet univers et à faire équipage avec eux, parce qu'un 55 marins dans un navire, c'est un équipage, c'est un groupe d'hommes qui ne sont pas forcément amis, mais en tout cas qui forment un tout dans ce navire et qui vont être capables d'aller pêcher, d'aller assurer la sécurité, d'aller naviguer et de revenir sains et saufs. Et donc quand un grain de sable arrive et ne fait pas partie de l'équipage, il est forcément gênant, quoi. Il n'a pas à sa place. Donc il a fallu comprendre qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, pour ensuite arriver à trouver sa place. Et puis le langage des marins, c'est rude, c'est rustre, c'est comme ils sont eux. On s'invective beaucoup, on s'appelle de petits noms charmants, sac à couilles, sac à merde, tout un tas de trucs comme ça. Et il a fallu apprendre à parler comme eux. Par exemple, il y en avait un qui s'appelait Maurice. Maurice, il avait 55 ans, on lui donnait 70 ans parce qu'ils sont tous usés, ils fument, ils mangent 3 grosses entrecôtes par jour. Le tabac ne vaut rien du tout à bord, ce qui fait qu'ils fument tous 3-4 paquets par jour, et ça depuis 30 ans. Donc vous imaginez, ils ne sont pas forcément en grande forme, quoi. Et Maurice, il n'était pas question que je le filme. Et puis à un moment, je sais pas, au bout d'un mois, 1 mois et demi, je sors avec mon appareil photo sur le pont et puis je le prends en photo. Il me fait « Ah non, je t'ai dit !» Mais c'est pour toi ça, c'est pour toi. Et je me mets à parler comme lui, c'est pour ta sale gueule, c'est pour que ta sale gueule, elle reste, ta sale gueule. Il me fait, ah bah là, d'accord. Et c'est comme si je lui disais des mots doux, quoi. Donc il a fallu apprendre à parler comme eux aussi, ouais. Justement, pour évoquer ce rapport à la mer, sachant que ce chalutier part de Saint-Malo, on va entendre la voix de Michel Lebris, qui avait fondé Étonnant Voyageur et qui va nous parler de son rapport à la mer, comme un rapport des origines. Donc on va entendre la voix de Michel Lebris déjà. Toute mon enfance a été rythmée a été bercée, je dirais, par cette énorme rumination de la mer, remâchant sans cesse les galets. Et je me suis aperçu que lorsque j'écris, j'essaye inconsciemment, je crois, de refaire venir en moi, de resuggérer ce mouvement océanique, cette respiration, cette respiration-là, quoi. Et beaucoup de gens dorment inquiets dans les bruits de tempête. C'est vrai que moi je dors heureux parce qu'il me ramène, je crois, au petit nid de mon enfance. Et par grande marée, l'eau rentrait, passait par-dessus le muret, rentrait dans le jardin. Alors avant d'être marin, je crois que je suis quelque part un arpenteur de rivage. Et le rivage, c'est un monde extraordinaire.
ce qu'on appelle l'estran, cette partie que découvre et recouvre la mer. Je crois qu'il fonctionne aussi comme un miroir des propres espaces intérieurs, parce que si vous voulez, ce lieu de frottement là, c'est le lieu de frottement aussi entre la nature et la culture, et le lieu de frottement en soi, je crois, ce qu'il dit du grand mystère du monde et du grand mystère de l'âme humaine est quelque chose, je crois, de formidable, parce que la mer, c'est le lieu des métamorphoses, c'est le lieu d'où est venue toute vie, c'est cette surface lisse et si belle, mais c'est aussi dans cette tempête le lieu de la mort, c'est la menace, on est toujours en danger, en état de danger sur la mer, et ce va-et-vient constant de la vie et de la mort, quelque chose de profondément troublant. Et si la terre, c'est le lieu que l'on cultive, que l'on aménage, c'est le lieu de l'histoire, c'est le lieu c'est le lieu de la loi. La mer, c'est le lieu de l'éternité. Elle a été comme ça, elle sera comme ça de toute éternité, mais elle renvoie à une éternité aussi en soi, elle renvoie au mystère des abysses en soi. Victor Hugo disait, c'est abîme obscur qu'effleure le goéland. Est-ce que vous le sentez aussi dans les tempêtes et dans les ouragans que vous avez vécus, que la mer aussi, elle est double, c'est la vie et la mort, et qu'il y a quelque chose qui se transforme? Elle est double, et puis surtout, on a deux façons de la percevoir. C'est-à-dire que Michel Lebris là, parle de l'estran, là, ce bord de mer, et quand on se promène sur le bord de mer, l'estran, souvent, ça peut être doux. On voit les petites vaguelettes qui arrivent, qui terminent tout gentiment, un petit crustacé qui passe. Et c'est des images d'enfance, presque, c'est des images complètement rassérénantes. Et puis il y a le grand large. Alors quand je me suis retrouvé au grand large, loin, à plus de 1000 km de la côte, je me suis dit, tiens, je vais respirer l'air du large, je vais respirer l'odeur du large. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'odeur, parce que c'est minéral, l'eau de mer est minérale, et il n'y a pas d'odeur. Et la seule odeur qu'il y avait sur cette mer, au milieu de nulle part, on n'a pas vu de bateau pendant près de je sais pas, 5-6 semaines. La seule odeur, c'était nous qui la transportions. C'était l'odeur du poisson pourri, c'était l'odeur du gasoil, c'était nos odeurs corporelles, c'était l'odeur de la cuisine, c'était l'odeur d'un steak qui grésillait dans la poêle. Mais il n'y a pas d'odeur au large. Donc il y a une espèce d'inhumanité comme ça. Et on a eu énormément de tempêtes, parce que c'était en janvier-février. On a eu plus de 3 semaines non-stop de tempêtes avec des vents à plus de 120 km/h. Et tous les matins, c'était la même chose. Et tous les matins, la mer était déchaînée, la mer roulait, les vagues déferlaient dehors. Et on se rendait compte qu'il y avait quelque chose, on avait beau être sur la planète Terre, qu'il y avait quelque chose de dantesque autour de nous, de si puissant, quand nous, on était dans notre navire. C'était un grand navire, il fait 90 mètres de long, mais pourtant il était devenu tout rikiki, tout petit, tout insignifiant sur cette planète. Et ça donnait un autre regard, un autre positionnement avec ce qu'est la planète Terre, qui nous paraît quelque chose de presque domestique ici. Alors qu'on est au large, on se rend compte de la puissance des choses et de cette inhumanité de l'océan, en tout cas en plein hiver. Inhumanité, pas dans le sens où c'est inhumain, c'est difficile, c'est dur, c'est contre l'homme et tout, mais inhumanité parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a aucune vie humaine, il n'y a rien, c'est juste une surface de l'eau minérale avec 600 mètres, 800 mètres, 1000 mètres de fond dans lequel se cache le poisson, et notre mission c'est d'aller le chercher. Mais j'ai vu aucune douceur pendant ces 2 mois, au large en tout cas. On voit bien aussi que les lieux peuvent être des lieux d'enfermement pour justement créer de la liberté, comme vous le disiez, Pascal Diby. Ce qui m'intéresse aussi à travers le travail d'ethnologue et le travail de poète, c'est à quel point des fois on essaye de casser les murs, la poésie pouvant être justement ce lieu de casser aussi les murs, les frontières. On va entendre la romancière et poétesse Nathalie Quintane nous dire à quel point la poésie, elle peut changer la vie, et comment la poésie peut être, d'après son expression, une maison sans mur. Et je vous poserai ma question. Je pense que la poésie, quand ça marche, quand c'est opératoire, c'est quand on perd l'idée de métaphore et de figure vous voyez ce que je veux dire, la distance de la métaphore pour que l'opération soit comprise au sens littéral du terme.
Cut au sens de couper, comme on se coupe un doigt avec un couteau ou un rasoir. Évidemment, vous allez me dire, c'est jamais qu'un livre, donc ça fera pas ça. Mais c'est l'horizon, d'une certaine manière. Et je crois vraiment, alors ça j'en suis de plus en plus persuadée parce que ces dernières années, je suis un peu revenue vers des textes, j'essaie de comprendre, de relire Nerval, des poètes comme ça. Et plus je lis ces poètes-là, ou d'autres poètes, plus je me dis, mais en fait, tout ce qu'ils ont dit, il faut le prendre au pied de la lettre. Quand Rimbaud dit changer la vie, faut le prendre au pied de la lettre. C'est pas changer sa vie en changeant de copain, c'est changer la vie, c'est-à-dire que en clair à l'époque c'était faire la révolution. C'était l'époque de la Commune aussi. Moi, je suis vraiment de plus en plus persuadée que c'est pour de vrai, que la poésie, elle doit être prise, elle a un effet pour de vrai. En tout cas, que ceux qui la fabriquent, qui la font, le font pour qu'il y ait quelque chose pour de vrai. Le livre, il est ouvert de tous les côtés. Voilà. Il est comme une maison sans mur. Et quand on le lit, l'idée c'est de le continuer, en fait, de le continuer dans la vie, pour reprendre l'idée de pour de vrai de tout à l'heure. En fait, ça marche pour moi si ça continue dans la vie. Est-ce qu'il y a cette idée justement d'incarner dans des lieux d'où ce bordel notamment de la poésie, mais de prendre la poésie au sérieux de manière presque enfantine, c'est-à-dire la prendre au premier degré en disant que il y a des choses qui peuvent changer et on peut changer l'usage qu'on a des mots et la perpétuer dans des lieux qui sont vivants, dans des lieux qui sont incarnés. Alors oui, d'abord dans des lieux qui sont incarnés, complètement, je reviendrai là-dessus, mais ce que disait Nathalie Quintane m'a fait aussi penser à autre chose, mais c'est aussi aller la chercher dans des mots qui ne sont pas forcément dédiés ou qui ne sont pas investis de cette charge poétique entre guillemets à travers les siècles des siècles. Et dernièrement, j'ai été invitée à débattre autour des mots interdits en poésie, parce que j'avais annoncé de manière très solennelle et avec fracas sur les réseaux sociaux qu'il y avait des mots à interdire en poésie et que j'ai une liste de mots interdits que je m'interdis moi-même d'utiliser dans mes textes. Et ces mots-là, c'est les mots âme, opalescent, azur, horizon, etc., qui sont des mots qui sont vraiment usés, qu'on utilise énormément et beaucoup trop pour faire poésie, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une sorte de jargon du poétique et qu'il faut absolument passer par eux pour pouvoir entrer pour pouvoir devenir poète ou poétesse. Et alors que, comme vous, vraiment, je trouve que la poésie, elle est vraiment dans la vie, elle est dans tous les objets qui nous entourent, elle est dans tous les événements qui peuvent nous arriver, toutes les rencontres, les liens qui peuvent se créer, etc. Elle est dans une attention particulière, dans une intensité, d'un regard intense qu'on pose sur les choses. Comme le dit aussi Nathalie Quintane, c'est vraiment une façon très littérale de regarder une bouteille d'eau, je sais pas, de changer la couche de son enfant, de s'investir dans une relation amicale. Donc vraiment pour moi la poésie elle est là et les lieux de création ils sont là et ils sont partout autour de nous. Il n'y a pas le monde et le monde de la poésie qui est une sorte de nuage ou d'Olympe dans laquelle on devrait s'isoler ou trouver un temps ou un moment ou une bulle pour pouvoir créer ou écrire. On peut le faire partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Et Pascal Diby, ce rapport aussi, on en parlait. Oui, mais n'hésitez pas, non, je vous en prie. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Et les marins à bord, par exemple, dans chacune de leurs cabines, recréaient un petit univers. Et le marin, il y a le paradoxe du marin, c'est quand il part, il se sent libre. Il se sent libre, il va s'enfermer dans un navire pendant plusieurs semaines, mais il se sent libre. Et pourquoi ? Parce qu'il rêve la vie. Parce qu'il va rêver la terre, il va rêver sa femme, il va rêver ses enfants, il va rêver ses amis, il va rêver tout un tas de choses, il va rêver même des trucs plus triviaux, quoi, comme s'acheter une belle voiture, mais il va rêver plein de choses. Et il se raconte cette vie rêvée, cette vie fantasmée dans les cabines, et elle raconte ça. Elle n'est pas vraie. Et je m'en suis rendu compte parce que de temps en temps, après, ils disent « Bon, tu vois, là, je raconte à tout le monde que c'est ma femme, la jolie blonde, là, mais on est séparés depuis 5 ans, on ne se voit plus. Mais je leur dis toujours qu'on est ensemble et que j'ai hâte qu'on rentre, etc. » Et donc, et c'est
et à leur niveau, c'est éminemment poétique. Quel regard d'ailleurs l'ethnologue porte sur cet objet assez dingue qui est ce chalutier-usine qui comprend de manière presque un peu métonymique aussi votre travail, que ce soit une chambre à coucher qu'on recrée, un bureau qu'on porte en soi, et avec aussi presque la porte qui est aussi l'ailleurs. Est-ce que c'est un objet qui pourrait aussi vous intéresser? Quel regard porte l'ethnologue sur ce chalutier qui part des mois comme ça en mer? Non, par rapport au chalutier, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une vie de bateau, et je pense qu'un bateau, c'est aussi un univers totalitaire, avec un système extrêmement réglé et totalement, je dirais, tyrannique, puisque chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a son temps, chacun a son quart, chacun a son bord. Donc c'est comme une vie à la maison, où chacun a son fauteuil, chacun a sa chaise, chacun a sa cuisine. Et il ne faut jamais oublier la dimension, effectivement, tyrannique de la vie quotidienne. Mais ce que je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, qui me paraît important, vous avez gentiment commencé en me présentant entre la poésie et l'écriture, et c'est vrai, je crois qu'un ethnologue, c'est un poète non avoué qui s'en va sur le terrain, et pour comprendre un terrain, il faut avoir les antennes entièrement déployées pour pouvoir saisir, sentir des choses qui généralement passent un peu inaperçues parce qu'on les pense justement banales ou sans intérêt. Or, c'est l'inverse. Tous les petits moments de la vie quotidienne, c'est là où les choses se disent. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Et moi, je suis étonné, j'ai cette chance d'avoir très tôt fait des carnets de mes terrains et d'avoir noté des choses que je pensais inintéressantes. Et puis, 40 ans plus tard, j'ai commencé à relire mes carnets, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, et je me suis rendu compte que j'avais écrit des choses absolument fondamentales sur la domestication des plantes, en faisant des observations que je pensais complètement inintéressantes. Je vous donne un exemple, c'est que chez les Indiens Yukuna, au moment où on plante le manioc, on le met donc le manioc exactement comme la lavande, on le met en terre, etc. Et j'avais décrit, je me suis dit, bon, aujourd'hui, il faut que je travaille un peu, il faut que je décrive vraiment tout ce que je vois. En gros, ça veut dire, il faut que je me mette à en croire mes yeux. D'habitude, on n'en croit pas ses yeux. Cette fois-ci, c'est suivre mes yeux et noter justement ce quotidien absolu. Et je note qu'à un moment donné, Gisela prend un bouture de manioc, la met entre le gros orteil et l'autre doigt de pied, et avec le talon, l'enfonce dans le sol. Ben, finalement, c'est un système de culture qui n'avait pas été décrit et que j'ai retrouvé après en rentrant du terrain. Généralement, je vais au musée de l'Homme et j'essaye de reprendre ce que j'ai écrit pour voir si ça correspond à des travaux qui ont été faits sur les chakras, sur les jardins, sur les machins, etc. Et il y a plein de choses comme ça qu'on décrit, on ne sait pas ce qu'on veut dire, on ne sait pas ce qu'on a vu. Et par exemple, tous les jours, le matin, on allait au champ avec les femmes et les enfants. Je dis « on » parce que j'étais un homme, mais j'étais un blanc, j'étais un gringo. Donc j'étais du côté des femmes, ils m'avaient mis pour pas gâcher la chasse, si je puis dire. Et on partait, on faisait un bruit, on chantait. Alors j'adorais ça, c'était des moments extrêmement joyeux. Je rentre à Paris, je vais au musée de l'Homme et je regarde la culture du manioc, la mythologie du manioc, etc. Et je découvre qu'une des raisons pour lesquelles on est aussi bruyant dans la forêt quand on va au champ, c'est pour avertir les génies des jardins qu'on arrive et qu'il ne faut pas les surprendre, parce que si vous êtes en train de surprendre les génies des champs qui sont sortis pour se balader dans les jardins, vous risquez de leur faire très peur et ils peuvent partir en tirant les plantes avec eux et en faisant disparaître le jardin. Donc c'est une des raisons pour laquelle il y a simplement en décrivant des choses qui me paraissaient étranges, mais je ne pensais pas que c'était si étrange que ça, je découvre qu'en fait j'étais en plein mythe. Et je retrouve dans la mythologie, effectivement, la mythologie de la canne à sucre ou autre chose, des choses qui avaient été vécues dans la réalité. Donc finalement, c'est pour ça que je m'intéresse au quotidien de façon très minutieuse, parce que je pense, une fois de plus, qu'on est incroyablement inventif et qu'on dit beaucoup plus de choses qu'on ne le croit sans savoir qu'on les dit. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est cette relecture des poètes. L'antenne déployée des poètes nous permet de voir des choses, et ils voient les choses 40 ans, 50 ans avant nous, parce qu'ils ont senti quelque chose qui n'était peut-être pas descriptible, mais qu'ils ont effectivement entendu. Donc moi, je lis énormément de poésie, et je pense qu'il faut absolument qu'on lise de la poésie. C'est la seule solution pour pouvoir s'enrichir réellement, quoi. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, je voulais juste
En fait, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle L'eau du bain et qui parle de maternité et du rapport filial, donc en fait du fait d'être mère d'eux et d'être fille d'eux, une femme aussi ou deux personnes. Et en fait, je l'ai écrit à un moment très très particulier. C'était vraiment fin de grossesse et accouchement, début de maternité. Et justement, j'avais déjà ce regard de poétesse parce que j'avais déjà publié 3 livres et que j'avais déjà cette pratique de la poésie de manière que je prenais très très au sérieux. Mais là, j'avais l'impression d'être investie d'une autre couche, d'une couche de plus très très puissante qui a complètement matrixé mon regard sur la vie, sur les... Vraiment, le micro prenait des dimensions incroyables et l'espace domestique auquel je n'avais pas du tout fait attention à la base. Vraiment, j'adore mon lit, mais je suis aussi quelqu'un de très extérieur. J'aime bien sortir, me promener, etc. J'aime bien aussi les grands espaces, la mer, la montagne, la forêt et tout. Et là, je me retrouve enfermée chez moi à regarder avec une intensité particulière. Et puis, en plus, j'avais le corps bombardé d'hormones. Donc, vraiment, c'est comme si j'avais pris des médicaments. Et c'était un moment très, très étrange que, du coup, avec le recul, je me dis que, en fait, énormément de personnes vivent ça. Et on n'a pas forcément besoin d'être poète pour pouvoir regarder le monde et la vie de cette façon-là. On le regarde en passant par des moments un peu existentiels comme celui de la maternité, mais ça peut être aussi des grands drames, ça peut être aussi, je ne sais pas, la découverte de sa transidentité ou son homosexualité qui nous force à tout remettre en question, à remettre en question l'ordre de notre société, comment on pense le corps, comment on pense la vie, comment on pense les relations, les amours, les interactions entre les êtres humains. Et du coup, il y a ce regard-là qu'on peut aussi construire et nourrir, en fait. Est-ce que ce regard-là, quand on part en mer quelques mois, est-ce que votre regard, il a changé? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation aussi quand on sort de cette expérience-là? Est-ce qu'il y a un besoin de réadaptation et est-ce que le regard, à un moment donné, il change presque physiquement, le fait de revenir sur la terre ferme et de ne plus tanguer comme ça? C'est-à-dire qu'on doit à nouveau asseoir son corps sur ce qui est stable. Il y a évidemment plein de façons de regarder et de strates de regard. Et on peut regarder les choses de façon très large et sans rentrer dans les détails, mais il n'y a que les détails qui nous permettent de bien apprécier les endroits où nous sommes et ce qu'on vit. Et dans le bateau, il y a tout un tas de choses à observer en permanence. Il y a les rapports des hommes entre eux, il y a les rapports des hommes à la nature, il y a beaucoup de quotidienneté parce qu'on partage tous, on vit dans un lieu clos. Et on va tout partager ensemble, les moments, les douches, essayer de marcher sans se casser la figure pour aller aux toilettes, les moments de repas, les moments de travail, les moments de découragement quand la tempête fait rage depuis des jours et empêche de pêcher, empêche de travailler, de gagner sa vie. Parce que pourquoi être en mer et pourquoi s'infliger ça si ce n'est la seule justification, c'est de bien gagner sa vie. Quand on ne la gagne pas, c'est insupportable. Donc il y a plein de choses à observer. Et moi, je me suis régalé, je me suis complètement investi immergé, j'allais dire, dans cet univers pour essayer de tout comprendre. Et puis j'avais beaucoup lu Anita Conti avant. Anita Conti, qui est une océanologue, la première océanologue, parce qu'elle racontait la mer plus qu'elle était scientifique, mais c'est la première femme océanologue qui est partie au départ dans les années 30 et qui a continué à naviguer dans ces univers d'hommes jusque dans les années 60 et qui a écrit des ouvrages formidables comme Racleur d'océan et qui a appris à connaître et à regarder les marins. Elle disait par exemple, un paysan, et ça fait écho à ce que disait Michel Lebris tout à l'heure, un paysan passe sa vie à construire un paysage. Il va arracher des souches, il va arracher des haies, ou il va tailler, il va replanter des haies pour le meilleur. En tout cas, il va travailler sur le paysage et sur l'environnement. Un marin, lui, il va avancer avec son navire, il va faire un sillage
Et 15 secondes après le moment où le bateau est passé, tout va revenir à l'identique. Il laisse aucune trace sur ce monde, quoi. Il laisse aucune trace sur cette vie. Donc il y a tout un tas de choses à observer. Et c'est vrai que moi j'ai mis du temps à revenir, pas seulement à marcher sur le sol et puis à trouver que c'était beaucoup plus simple de marcher sur une terre ferme, une terre plane, une terre qui bougeait, un sol qui ne bougeait pas plutôt que d'être ballotté tout le temps en mer. Mais j'ai mis beaucoup de temps à rentrer, à oublier ces hommes, à tel point que c'est pour ça qu'après avoir fait le film, 1 an après ou 2 ans après, j'ai vraiment eu le besoin d'écrire le livre, parce qu'il y avait tout un tas de choses à dire, tout un tas de choses ressenties que je devais écrire. Et c'était un petit peu aussi comme si je le devais à ces hommes, parce que ils me le disaient, on ne raconte plus aux terriens, ils ne peuvent pas comprendre. Et moi, je me suis dit, non, mais il faut essayer de transmettre ce que c'est, il faut essayer de raconter leur quotidien, raconter leur histoire. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, quoi. On va entendre justement la voix d'Isabelle Autissier, qui fait complètement écho à ce que vous venez de dire, Frédéric Bunkel, sur cette idée aussi de comment on partage des émotions quand on est dans l'ailleurs, et comment on fait pour être passeur ou passeuse. On va entendre Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, quand vous écrivez aujourd'hui des romans, notamment celui-là, le dernier, Oubliez Clara, est-ce que ça peut remplacer un voyage en mer ? Non, ça ne remplace pas. D'ailleurs, je continue à faire des voyages en mer qui sont évidemment indispensables à ma survie. Je passe environ 2 mois et demi par an sur mon bateau. Par contre, ce que j'aime, c'est que, à travers l'écriture, d'abord tout ça reprend réalité au fond, parce que c'est extrêmement ancré. Quand on a passé des grands moments en mer, ils sont au fond de vous-même, voilà, pour toujours. Le fait d'écrire, ça permet à tout ça de refaire surface, entre guillemets. Et puis, ça permet de trouver des termes de passage pour essayer d'expliquer aux autres un certain nombre de choses et de partager un certain nombre de choses. Parce que on est quand même dans de l'indicible, très souvent. Comment raconter, comment expliquer, comment trouver les mots pour dire ce qu'on ressent quand on est seul ou même quand on est en équipage d'ailleurs, dans cet ailleurs quand même qu'est la mer. C'est pas si facile. Et quand on revient, évidemment, on raconte des histoires, on raconte des choses, mais comment on fait passer par petites touches des paysages qui vous procurent une émotion folle, des idées de dingue qui vous viennent à la tête parce que vous êtes toute seule à la barre depuis 4 ou 5 heures de temps. Enfin voilà, tout cette espèce d'ailleurs qui se construit en mer. Je trouve que j'essaye aussi à travers l'écriture de donner des sortes d'ouverture sur cet ailleurs. Et vous, Frédéric Bunkel, vous êtes passé à la fois par l'image et à la fois par le texte, donc 2 médiums différents pour aussi faire passer cette expérience, l'un complétant l'autre aussi. Je pense que c'était important de passer par ces 2 espaces-là. Le plus simple, le plus immédiat, c'était le film. C'était aller à bord, tourner et puis monter le film. Bon, c'est simple, c'est vite dit, mais il y avait quelque chose il y avait d'abord transmettre l'image et montrer ce que pouvait être une tempête. Mais une tempête, c'est pas seulement des images, et un film, c'est aussi du ressenti, mais c'est surtout quelle est notre position, quelle place on prend par rapport à cette mer en furie, par rapport à ces hommes qui jouent leur peau dans ces mers lointaines. Et donc, il y avait besoin des mots. Enfin, les mots étaient nécessaires après les images. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, mais une phrase bien troussée, ça reste et ça crée des images et ça transmet quelque chose au lecteur de fort et qui lui permet à lui-même ensuite de se créer sa propre image, quoi. Et pas seulement une image qu'on va lui plaquer et qu'on va lui imposer par le film. Donc, l'écriture, c'était quelque chose de très important. Et j'en suis content parce que je sais que les voyages d'après, les marins ont acheté le livre et à bord, il y a un tiers de polonais, un tiers de portugais, un tiers de français. Donc le livre a été écrit en français. Donc les Français ont pris le temps de traduire aux autres ce qui était raconté dans le livre. Et une fois qu'ils ont validé le récit, ils ont acheté le bouquin, ils l'ont offert à leur famille. Ils ont dit, tiens, voilà, tu vas peut-être comprendre ce que c'est que... Je me souviens de Didier qui disait, tiens, je l'ai offert à ma femme, et en lui disant, elle va peut-être comprendre enfin ce que c'est, quelle est ma vie, quoi. Et ça ne pouvait passer que par le texte. Ce rapport aussi entre le
le son et le texte, on l'a aussi dans votre pratique Rime Battle, c'est-à-dire que c'est à la fois des textes couchés sur le papier, posés, et en même temps, c'est des textes qui ont en permanence besoin d'être dits. Est-ce que le fait de passer par une fonction aussi performative et orale et déclamatoire, c'est toujours une manière nouvelle de redécouvrir aussi les textes, et est-ce que ça crée une nouvelle dynamique d'écriture ? Complètement. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais pas forcément anticipé le fait qu'il fallait lire ces textes-là. C'est le fait de justement être invité dans des festivals, etc., à lire et performer, mais aussi et surtout faire des lectures au bordel de la poésie, parce qu'au bordel de la poésie, on peut être amené parfois le même soir à faire jusqu'à 20 lectures des mêmes textes à des personnes différentes. Au bout d'un moment, on trouve la manière de dire ces textes et aussi de les corriger. Donc maintenant, quand j'écris, quand j'ai des textes en cours, je les emmène au bordel de la poésie et je les lis comme ça. Et c'est au bout de la 3e, 4e lecture, à la 5e personne, que je me rends compte que ça fonctionne pas. Là, je vais le transformer de cette manière. Là, il faut un temps de respiration. Donc voilà, mon écriture a commencé à être nourrie par l'oralité, et aussi il y a des mots et des expressions, etc., que j'écris exprès pour les faire passer du livre à la vraie vie et l'oralité, en les faisant passer par le corps. Depuis tout à l'heure, j'ai un truc. Je ne sais pas s'il y a un moment de lecture qui est prévu, mais j'ai une idée qui me trotte. J'ai trop envie de lire un de mes textes. Pas pour toi, parce que ça pourrait t'intéresser, mais c'est aussi pour vous. Mais justement, parce que ça part d'un objet qui est la tasse de café. Et ça permettra aussi d'illustrer le côté un peu musical du texte. Et donc, j'ai cassé ma tasse de café ce matin, et je crois que je suis encore grise de la veille. Ça, c'est le titre. J'ai fait tomber ma tasse ce matin, ma tasse de café. J'ai cassé mon verre à pied hier et j'ai vu s'affaisser mon rêve par terre sur mon tapis berbère ce matin. Je me suis endormie dans l'amour et au lever, j'ai cassé ma tasse de café ce matin. Je n'ai rien fait pour la rattraper. J'aurais pu, je n'ai rien fait. J'ai regardé les bouts de porcelaine se séparer les uns des autres, tous dans la catastrophe. J'ai même ri, j'ai même cru les entendre crier « Sauve-nous, s'il te plaît !» Mais j'ai préféré regarder ma tasse se casser sur le sol, que j'ai oublié de nettoyer hier. Les morceaux de verre et les taches de rouge y étaient encore, et maintenant j'ai même ri, malgré le mal de crâne. Je n'ai jamais aimé le café et je ne peux plus boire de vin. J'ai cassé ma tasse de café ce matin. Merci. Merci beaucoup. Il y a des lieux aussi qui deviennent des lieux politiques, des lieux à conquérir, notamment le bureau. Pascal Diby, vous en parlez dans un chapitre. Le bureau qui est devenu un lieu à conquérir par les femmes qui n'allaient pas de soi. Dans la belle expression de Virginia Woolf qui parlait d'une chambre à soi qui était un lieu à soi. En quoi justement le bureau, il est aussi le marqueur des évolutions de l'époque, et en quoi il a été une avancée aussi importante et aussi problématique par moment pour les femmes, due aux remarques souvent sexistes, etc. Et que c'est vraiment un lieu qui reste encore à conquérir et qui est encore un lieu, je veux dire, qui pose problème par moment. Je ne sais pas si le bureau est encore un lieu à conquérir ou un lieu à fuir, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est produit effectivement avec l'arrivée des femmes au bureau. Alors ça, c'est intéressant parce que le bureau, en réalité, il s'est instauré, je dirais, l'administration s'est inventée avec le tertiaire. À un moment donné, on avait pensé que c'était la fin des systèmes prolétaires traditionnels dans l'industrie sale et qu'on allait pouvoir transporter effectivement les prolétaires dans un autre système de production qui était de l'ordre effectivement du bureau de la propreté. Alors on a pensé que les femmes effectivement pouvaient avoir un peu leur place en attendant d'être mariées
on pouvait mettre la petite Huguette ou Françoise dans les bureaux de M. Dupont ou de M. Durand. Elle y passerait 2 ans, peut-être le temps qu'elle rencontre un mari, et puis au moins c'était un travail qui n'était pas sale, c'était un bureau qui avait bonne réputation, donc on n'avait pas peur effectivement de ça. Mais ce qui s'est produit, c'est que les femmes se sont rendues compte que d'une part, c'est une des raisons, et on en parle beaucoup en ce moment, pour lesquelles les femmes étaient moins payées, parce qu'on pensait qu'elles n'allaient pas rester, et qu'on les sous-payait de façon à ce qu'elles n'aient pas l'autonomie personnelle comme pourrait l'avoir un homme qui était payé au bureau. Il y avait déjà cette pensée incroyable de mettre la femme à côté, de la réserver comme un mobilier, effectivement, où on pouvait la sortir quand on voulait. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte, effectivement, que la technique avançant, si je puis dire, notamment le développement de la machine à écrire. Alors, la machine à écrire, une des raisons pour laquelle ça s'appelle machine, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le passage de l'industrie au tertiaire. Et au départ, les machines à écrire étaient mises sur un pied en fonte, exactement comme une machine-outil, de façon à ce qu'on continue cette expression, effectivement, d'un travail traditionnel, prolétaire, comme il existait avant. Et une demi-heure avant l'ouverture du bureau, un type arrivait avant avec la burette et huilait la machine à écrire comme on pouvait huiler une machine, une tourneuse-fraiseuse ou autre chose. Et puis, finalement, la machine à écrire s'est réduite et on a commencé à féminiser ce travail d'écriture qui était réservé aux hommes. Et il y a un texte absolument formidable des années 1880-90 où le président du syndicat des machines à écrire, à peu près, raconte combien c'était un piano pour femmes et que le petit cliquetis des machines qui s'envolaient dans les bureaux était absolument merveilleux. Donc c'était complètement un travail féminin. Et puis les femmes se sont rapprochées, effectivement, et en fait elles sont rentrées là aussi de façon importante. À un moment donné, d'ailleurs ça a commencé aux États-Unis, c'est que le bureau était plutôt autonome, plutôt masculin, même totalement masculin, et les types notamment répondaient au téléphone. Et ils répondaient n'importe quoi, ils étaient mal élevés, ils raccrochaient, etc. Et les gens se sont dit non, il faut peut-être qu'on mette des gens plus courtois, et on a commencé à mettre des femmes. Et donc les femmes sont d'abord apparues dans la téléphonie, avec un risque tel que les hommes viennent les ennuyer, les pincer, etc., que dans les premiers bureaux, on mettait les femmes sous grille, de façon à ce que les types ne viennent pas les pincer ou se foutre d'elles pendant qu'elles répondaient au téléphone. On aurait dû mettre les hommes sous grille plutôt. Je suis d'accord avec vous, ça s'est passé comme ça. Et donc, petit à petit, ces femmes ont commencé à avoir une spécialité, et puis il y a eu des formations qui ont été faites, les cours Pigier, machin, etc., à la machine à écrire, et elle a commencé à avoir une autonomie réelle, ou plutôt une spécialisation réelle, et à prendre place dans le bureau. Et l'arrivée des femmes dans le bureau a féminisé les espaces. Elles ont amené avec elles la propreté, donc pour les types qui étaient plus ou moins négligés, l'obligation à s'habiller correctement. Elles ont amené avec elles une partie de l'univers naturel de façon à rendre le bureau plus humain. C'est l'arrivée des plantes vertes et puis des photos, une espèce d'incorporation, d'une certaine façon, dans l'autre sens du bureau. Et finalement, elles ont pris une place très importante avec la secrétaire. Alors la secrétaire, elle a servi à la fois comme figure érotique et en même temps comme appel effectivement au travail des femmes dans le tertiaire, si je puis dire. Et la secrétaire, elle a été, vous savez, dans les années 14, on envoyait, pour les poilus qui étaient sur le front, on leur envoyait des photos de secrétaires à moitié à poil devant une machine à écrire. Et ça a développé une imagination absolument débordante. Donc c'était travail et érotisme qui étaient liés comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est spécialisé. Enfin, j'entends, les femmes se sont spécialisées de plus en plus dans le travail de bureau, jusqu'à avoir des responsabilités. Ça, c'est très récent d'ailleurs, en fait. Et on voit donc comment, on le dit d'ailleurs, les textes des sociologues disent qu'effectivement, l'univers du bureau s'est féminisé, c'est d'une certaine façon pacifié par la présence des femmes à l'intérieur de ces espaces restreints, effectivement, qui étaient les bureaux. Après, il y a autre chose qui est arrivée aussi, c'est que le bureau, on pourrait dire, ne ressemblait plus au bureau de Balzac, et on connaît les premiers open field. Le premier qui a existé, c'est au Louvre. Il y a eu le feu où était le ministère des Finances. Il y a eu le feu. Et quand on a reconstruit le Louvre, on l'a fait à l'imitation des systèmes anglais. On a fait un open field de façon à mettre tous les secrétaires dans le même espace avec des mezzanines dont on pouvait les surveiller.
Et ça a été très mal vécu par les agents de l'État. Et il se trouve qu'en 71, il y a eu la Commune, 1871. Le Louvre a à nouveau brûlé. Et cette fois-ci, les fonctionnaires se sont opposés à la recréation d'open space en disant non, nous, on veut notre bureau à nous, on veut notre espace, on n'a pas envie de partager les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je fais un saut comme ça aujourd'hui, on en est effectivement à, soi-disant, on a glorifié, il y a encore 2 ans, au moment du Covid, on a glorifié l'open field comme étant un espace, on était tous ensemble, bon, c'est effectivement un lieu de contrôle absolu, et on va de plus en plus vers les coworking. Alors le coworking, c'est quand même chose de tout à fait nouveau, c'est de choisir son espace, c'est souvent choisi par la boîte dans laquelle on travaille, mais il n'empêche que c'est un espace où on peut aller le matin, on peut changer d'espace après, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer là, avec l'idée aussi du transgenre, c'est-à-dire au sens où qu'on soit masculin ou féminin, on a à peu près la même histoire, donc reste à appliquer effectivement l'égalité dans la parité, dans le salaire, etc. Mais on voit petit à petit comment cet univers du bureau s'est féminisé, et puis finalement, à peu près à égalité aujourd'hui, est en train de se transformer radicalement, et ça c'est une histoire à suivre, quoi. Dernière question pour Frédéric Bonkel. Est-ce qu'il y a une part de vous qui est aussi restée en mer et qui reste finalement, on pourrait dire, sur le chalutier et qui n'est pas venue sur la terre ferme, une part non négociable, non domesticable, quelque chose qui est parti, qui s'est transformé? Sûrement. Sûrement. Et pour preuve, quand cet été, je suis allé aux Açores en bateau, et ça fait 10 jours à l'aller, 11 jours au retour, tout seul, et j'étais heureux. J'étais au large, j'étais tout seul, et j'étais heureux. Je retrouvais quelque chose, quoi. Et c'est toujours de quelle liberté je jouis quand je suis tout seul en mer, dans un bateau qui fait 11 mètres de long, au milieu de rien du tout. Je sais pas, mais ça rend heureux parce que je pense que ça nous permet de laisser derrière tout un tas de soucis, tout un tas de problèmes. Les marins disent quand tu es en mer, tu n'as pas les impôts qui te courent après, tu n'as pas les factures. Tu te dis pas, tiens, je vais aller à la boulangerie qui est à droite pour acheter mon pain au chocolat, ou la boulangerie, lequel est meilleur. On se pose plus de questions, quoi. Tout est là, tout est réduit, et finalement, c'est très agréable. Et puis, il y a cette capacité à fantasmer sa vie, à la rêver et à l'imaginer. Et finalement, on s'invente tous quand on est en mer, je crois, même si c'est difficile. On s'invente tous une vie rêvée. Et on est assez heureux de cette vie rêvée, de cette vie imaginée. Et puis il y a aussi l'autre chose indispensable qui est de comprendre ce qu'est la liberté, et de comprendre que la liberté a un prix. Et de savoir qu'être en mer, c'est effectivement marcher vers une liberté, mais c'est très contraignant, c'est douloureux, c'est pas toujours agréable, souvent c'est de la souffrance physique. Mais on touche à ce que peut être la liberté et le prix de la liberté, et puis ça nous replace aussi à notre petite place dans l'univers, quoi. Ça nous remet à notre place, nous les humains qui avons des égos un peu tous surdimensionnés et qui sont capables de beaucoup de destruction. Et bien là, on retrouve une place, une toute petite place misérable, et ça fait du bien. Merci beaucoup. Déjà à vous, Frédéric Bonkel, Rim Battal, Pascal Diby. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à nos 3 invités? Micro qui vient vers vous. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir, pour chacun d'entre vous, quel est le lieu où vous vous sentez le plus libre et pourquoi? Mon lit. Moi aussi. Moi, c'est les grands espaces, que ce soit la montagne, la mer ou la forêt. Ouais. Mais ton lit peut être là aussi. Hein. Ouais, non, mais j'adore mon lit, ouais. Mais pour m'échapper, pour m'évader. Ouais, effectivement, je me sens libre, mais. Mais c'est en fait parce que c'est vraiment le lieu du repos, de la rêverie, Mais bon, c'est le lit avec un moment et un lieu où on peut y rester sans urgence qui nous attendent, sans le réveil, sans la tyrannie du réveil matin.
Donc voilà, c'est vraiment c'est l'endroit où j'écris aussi beaucoup, où j'adore dormir, donc j'adore dormir. Et c'est mon lieu de lecture privilégié aussi. Moi, c'est pas mon lit en réalité. C'est l'étranger. Et l'étranger, pour moi, il est très proche. C'est-à-dire, ici à Samès, pour moi, c'est être absolument à l'étranger. Et je rêve de découvrir tout ce que je n'ai jamais vu, puisque je suis jamais venu à Metz de ma vie. Donc là, j'ai un bonheur absolu de me dire qu'en franchissant cette porte... Pardon ? Ah, pardon, excusez-moi. C'est marrant parce que je me suis réveillé en pensant que j'étais à Metz. Non, mais je sais pourquoi, c'est à cause de la couette. J'ai très mal dormi. Donc, excusez-moi, c'est Thionville, c'est encore plus exotique même. Non, on n'est pas à Metz du tout. J'ai compris. Y a-t-il une autre question ? Oui, un autre. Je ne sais pas du tout lequel. Allez, celui-là. Vénus. Dada, là, nounou, Lolo. Elle avait les plus gros lolos du monde, les plus longs cheveux de la ville et un énorme grain de beauté sous l'œil gauche. Presque un troisième œil, et malgré cela, elle était myope. Nous l'appelions Dada. Je ne sais pourquoi. Enfin, si sans doute parce que son visage faisait fi de tout esthétisme. Un jour, avec ma sœur, nous l'avions maquillée avec les produits chers de maman qui était furieuse. Le peuple n'a pas droit à Dior. Moi, je l'aimais bien, ma Dada au gros lolo. Avec elle, pour la première fois, j'ai regardé du porno. On a bu du coca, on a ri, on a fait « Oh !» En vrai, elle s'appelait Zohra, tout comme la planète Vénus. Ma Dada au gros lolo qui n'est plus là. Merci. Merci à vous trois. Vous aurez la possibilité de les retrouver en dédicace juste derrière vous avec leurs ouvrages respectifs, Frédéric Bunkel, Pascal Dibir, Imbatal. Merci pour ce moment passé avec vous en ce dimanche matin.